Je m'appelle Audrey et pendant longtemps, j'ai porté un secret si lourd qu'il me pesait comme une pierre sur la poitrine. Ma propre famille m'a un jour regardé droit dans les yeux et a décidé que j'étais capable de voler ma sœur. Pas n'importe quel vol, sa bague de fiançailles, le symbole de tout ce qui brillait et promettait dans sa vie. Ils ont fouillé ma chambre, retourné mes tiroirs de fond en comble, et même s'ils n'ont rien trouvé, ils m'ont quand même demandé de quitter la seule maison que j'ai jamais connue. Des années ont passé, et la bague n'a jamais quitté la maison. Elle était là, cachée dans un endroit où personne n'avait pensé à chercher, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, dans le calme de mon appartement, tard dans la nuit, enfin prête à le dire à voix haute. Mais certaines vérités ne s'effacent pas. Elles attendent simplement que l'on soit assez fort pour les exprimer. J'ai grandi dans une petite ville de l'ouest de la Pennsylvanie, dans une modeste maison en briques avec une large véranda et un érable dans le jardin qui se parait de rouge flamboyant chaque automne. Mes parents l'ont acheté lorsqu'ils se sont mariés. Rien d'extraordinaire, mais c'était notre vie. Mon père enseignait l'histoire au lycée du coin, et ma mère travaillait à temps partiel comme infirmière à l'hôpital du comté. Ils faisaient de leur mieux avec les moyens du bord, et la plupart du temps, cela nous suffisait. Ma sœur Vivien avait 2 ans de plus que moi, et quand nous étions petites, elle était tout mon univers. Nous passions des après-midi entiers sous cet érable, à inventer des histoires où elle était toujours l'intrépide exploratrice, et moi son ombre silencieuse, heureuse d'être là. C'était elle qui décidait des règles, dessinait des cartes dans la terre avec un bâton, et si quelqu'un m'embêtait à l'école, elle était la première à me défendre. Je l'admirais comme le font les enfants, comme si elle savait déjà comment fonctionnait la vie. En grandissant, nos différences ont commencé à se faire sentir. Vivien était celle que les professeurs remarquaient, l'élève brillante, celle qui animait tous les clubs et qui semblait rayonner partout où elle allait. J'étais plus discrète, me contentant de notes moyennes et de rêveries. Cela ne me dérangeait pas de la suivre. C'était rassurant. Mais lentement, sans que l'un ou l'autre de nous le veuille, la distance s'est installée. Elle est partie à l'université grâce à une bourse, tandis que je restais près de chez moi, suivant des cours à l'université locale, essayant de comprendre ce que je voulais vraiment. Elle s'est construite une vie en ville. Un bon travail, de nouveaux amis, des histoires qui rendaient notre petite maison plus petite à chaque fois qu'elle rentrait. Je vivais encore chez nos parents, travaillant à mi-temps dans un café en ville, économisant ce que je pouvais. Je me disais que tout allait bien. Nous étions juste différents, c'est tout. Puis Vivien s'est fiancé. Grant venait d'une famille aisée, de celle qui rendait nos modestes réunions soudainement insignifiantes. La bague était à couper le souffle, un diamant de famille qui captait tous les reflets. Elle ne cessait de tendre la main pour l'admirer, et tout le monde souriait comme si c'était le chapitre le plus heureux que nous attendions tous. Mes parents ont organisé une fête, ont invité la moitié de la ville. Je suis restée à l'écart avec mes anciens amis du lycée, sirotant du punch tandis que Vivien traversait la salle comme si elle appartenait à un autre monde. J'étais vraiment heureux pour elle. Mais là, debout, je ressentais plus que jamais le fossé qui nous séparait. 1 mois plus tard, tout s'est effondré. C'était un après-midi comme les autres, de ces après-midi où la maison est d'un calme absolu et où la lumière du soleil filtre par les fenêtres de la cuisine en longs rayons paresseux. Vivien était à la maison pour quelques jours, aidant ma mère avec les préparatifs du mariage. J'avais pris mon jour de congé et j'étais à l'étage, dans ma chambre, blottie sur le lit avec un livre, laissant filer les heures. Je les ai entendus revenir des courses, le bruit des sacs, des rires montant l'escalier. Rien d'inhabituel. J'ai tourné une page. Puis le cri. J'ai laissé tomber le livre et j'ai dévalé les escaliers. Vivien était debout devant l'évier, les mains tremblantes, fixant l'endroit vide sur le comptoir où elle avait laissé sa bague en faisant la vaisselle. Son visage était pâle, crispé entre panique et certitude. Elle a disparu, a-t-elle dit avant même que je puisse poser la question. Je l'ai enlevée juste là, et maintenant elle a disparu. Tu étais la seule à la maison. Je me souviens de l'air qui m'a manqué. Vivien, je n'y avais pas touché, mais elle n'écoutait pas. Sa voix s'éleva, tranchante et accusatrice. Elle dit que j'avais toujours été jalouse de sa vie, de sa réussite, de la facilité apparente avec laquelle tout semblait lui réussir. Que peut-être je l'avais pris pour lui faire du mal, pour le vendre, ou pour enfin posséder quelque chose. Je restais figée, tandis que ces mots s'abattaient comme des coups. Voleuse jalouse. La sœur qu'elle avait jadis protégée sous cet érable était désormais la première personne qu'elle blâmait. Mes parents rentrèrent quelques minutes plus tard.
Vivien leur raconta tout, les larmes aux yeux, et je vis leur visage se transformer. Ma mère porta instinctivement la main à sa bouche. Le regard de mon père prit cette teinte de déception que je ne voyais que face à un bulletin scolaire ou à un couvre-feu. Pas face à moi, pas comme ça. Ils me demandèrent de vider mes poches. Puis ils demandèrent à fouiller ma chambre. Je les suivis à l'étage, avec l'impression de flotter hors de mon propre corps. Des tiroirs s'ouvrirent. Le matelas fut soulevé, des livres secoués. Ils n'ont pas trouvé de bague, bien sûr, mais ils ont trouvé la petite liasse de billets que j'avais mise de côté, les pourboires du café, soigneusement pliés dans une vieille boîte à bijoux. Ce n'était pas grand-chose, juste assez pour me donner l'impression d'avancer vers quelque chose de plus important. Vivien s'en est emparé immédiatement. Tu vois, ça vient sûrement déjà de la bague. J'ai essayé de m'expliquer. J'économisais depuis des mois, je pensais à des cours du soir, peut-être à un déménagement. Mais mes mots sonnaient creux face à leur certitude. Personne ne me regardait plus comme avant. Cette nuit-là, la maison me semblait plus froide. Assise au bord de mon lit, j'entendais les voix monter et descendre en bas. Ma mère pleurait. Mon père parlait de ce ton bas et définitif qu'il employait lorsqu'il prenait une décision. Vivien répétait sans cesse qu'elle n'arrivait pas à croire que je lui ai fait ça. Ils m'ont bombardé de questions, d'accusations et de nuits blanches pendant une semaine. Chaque repas était une épreuve. Chaque regard était empreint de suspicion. J'ai cessé de me défendre, car rien de ce que je disais ne semblait les atteindre. Puis vint ce soir où ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, celle-là même où nous mangions des crêpes le samedi matin, et m'ont annoncé que je devais partir. Ils ne pouvaient plus me faire confiance. Ce n'était pas sûr pour Vivien. Ils ont dit que la honte était insupportable. Je me souviens avoir hoché la tête, car que pouvais-je faire d'autre? Ma gorge s'est serrée. J'ai demandé où j'étais censée aller. Ma mère a détourné le regard. Mon père a dit que je me débrouillerais. Avec le recul, c'était la première fissure. Le moment où j'ai compris que l'amour pouvait être conditionnel, que ceux qui m'avaient élevé pouvaient choisir de m'ignorer complètement. Je suis partie par un matin gris, de ceux où le ciel est bas et où tout semble terne. J'avais 2 jours pour faire mes valises. 2 jours pour condenser ma vie dans un sac de voyage et un sac à dos. J'ai pris l'essentiel, des vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable, la couverture usée que ma grand-mère avait confectionnée à ma naissance. J'ai laissé les photos d'enfance sur la commode. Elles ne m'appartenaient plus. En descendant les escaliers pour la dernière fois, j'aperçus Vivien en haut, qui m'observait depuis le couloir. Un instant, nos regards se croisèrent et il me sembla y déceler une lueur. Du doute, peut-être du regret. Puis elle se détourna et l'instant disparut. La porte d'entrée se referma derrière moi avec un clic discret qui résonna plus fort qu'un claquement. Mon amie Sarah m'hébergea quelque temps sur son canapé. Elle venait de rentrer après quelques années d'absence et reconstruisait sa vie dans un minuscule appartement au-dessus de la quincaillerie. C'était exigu, mais chaleureux. Ces premières semaines se confondirent dans un flou. Des petits boulots comme faire la plonge au restaurant, promener les chiens du voisinage à l'aube. Des nuits où, allongée, j'écoutais la respiration légère de Sarah et me demandais comment tout avait pu basculer si vite. Je repassais sans cesse la scène en boucle. Le visage de ma mère se décomposant quand Vivien avait parlé. Le regard fuyant de mon père. La rapidité avec laquelle ils avaient décidé que j'étais capable d'une telle cruauté. J'avais grandi dans leur maison, partagé des secrets avec Vivien sous cet érable, pleuré sur l'épaule de ma mère quand les choses se compliquaient. Et pourtant, en un après-midi, je suis devenue l'étrangère. La solitude s'est installée lentement, comme le froid qui s'infiltre par une fenêtre entr'ouverte. Les fêtes se succédaient. Je voyais des familles charger leurs courses dans les voitures, riant de tout et de rien, et je ressentais cette douleur indéfinissable. J'ai cessé de répondre aux rares appels du début, aux messages vocaux larmoyants de ma mère me suppliant de rentrer, aux courts messages de mon père me proposant de parler. Je ne supportais plus d'entendre leur voix prétendre que tout pouvait se régler avec des mots. Finalement, j'ai trouvé un emploi stable dans un centre de distribution en périphérie de la ville. De longues heures, des cartons lourds, mais le salaire était régulier. J'ai loué une petite chambre dans une colocation avec des gens qui ne posaient pas trop de questions. Après le travail, on s'asseyait parfois sur les marches de derrière, partageant des plats à emporter et des conversations à voix basse. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi.
J'ai commencé à suivre des cours en ligne le soir, des cours de commerce, rien d'extraordinaire, juste des progrès. Allongée dans ce lit étroit, dans le noir, je suivais du regard les fissures du plafond et j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur ne disparaissait pas, mais elle commençait à se transformer. La colère s'est muée en quelque chose de plus calme, de plus concret. Je n'étais plus celle qu'ils avaient rejetée. Je devenais quelqu'un d'indépendant. Les années ont passé ainsi, une reconstruction lente et délibérée. J'ai été promue chef d'équipe. J'ai économisé suffisamment pour m'acheter une voiture d'occasion. J'ai appris à cuisiner pour une personne sans m'apitoyer sur mon sort. La blessure était toujours là, mais elle avait cicatrisé. Je me suis dit que c'était suffisant. Puis, un soir, un courriel de mon père est apparu dans ma boîte de réception. Un objet simple, il faut qu'on parle. Je l'ai longuement fixé, le pouce hésitant sur la touche « Supprimer ». Quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. On avait retrouvé la bague. Vivien l'avait fait tomber accidentellement dans le broyeur à déchets, toutes ces années auparavant. Elle était restée là, cachée parmi les tuyaux, jusqu'à ce que des bruits étranges alertent un plombier qui la découvrit prise dans le mécanisme. Ils savaient maintenant. Ils savaient tous. Ce soir-là, assise sur mon canapé, le téléphone à la main, je sentis la vieille douleur se rouvrir. La vengeance aurait dû avoir un goût plus doux, mais elle avait surtout un goût de retard. Je n'ai pas rappelé tout de suite. Pendant des jours, j'ai gardé ce courriel comme une ecchymose, le relisant dans le calme entre deux quarts de travail, sentant les mots s'appuyer sur la vieille cicatrice. Ils étaient désolés maintenant. Ils voulaient réparer leur erreur. Vivian avait pleuré quand le plombier avait retiré la bague des tuyaux, ternie mais intacte après tout ce temps. Mon père disait qu'ils s'étaient tous trompés, qu'ils s'étaient laissés aveugler par la peur et le favoritisme. Une partie de moi aspirait à la victoire. Au lieu de cela, je me sentais vide. Curiosité. Enfin, une. J'ai appelé un soir où l'appartement était silencieux et la rue déserte. Mon père a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix semblait plus âgée. Prudent. Il m'a répété ce qu'ils avaient trouvé. Vivien se souvenait d'avoir fait tomber un objet métallique dans la bonde ce jour-là, mais elle s'était persuadée que ce n'était rien. La vérité était restée là, silencieuse, tandis que ma vie s'écroulait. Il m'a demandé si on pouvait se voir. J'ai dit oui, mais à mes conditions. En terrain neutre. Un petit restaurant tranquille dans la ville voisine, assez loin pour que personne de notre entourage n'y entre. Le matin était froid et clair. Je suis arrivée tôt, j'ai choisi une banquette au fond, j'ai commandé un café. Je n'ai pas bu. Mes mains étaient fermes, mais intérieurement, je me sentais comme à nouveau à 17 ans, attendant le jugement. Ils sont entrés ensemble. Ma mère la première, les cheveux plus gris, les rides plus profondes autour des yeux. Elle m'a vue et les larmes ont commencé à couler avant même d'atteindre la table. Mon père a suivi, les épaules voûtées comme s'il portait un lourd fardeau depuis des années. Vivien est arrivée en dernier, les yeux rivés au sol, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Ils se sont installés dans la banquette en face de moi. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis les mots ont fusé d'un coup, les excuses se bousculant les unes après les autres. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je gardais la mienne serrée contre ma tasse chaude. Elle s'est retirée, une pointe de douleur traversant son visage. Mon père a parlé lentement. Il a dit qu'il m'avait laissé tomber en tant que parent. Leur orgueil les avait empêchés de chercher plus loin, d'admettre qu'ils avaient peut-être eu tort. Il a évoqué les nuits qu'il avait passées à jouer cette semaine-là, regrettant de ne pas avoir posé plus de questions, de ne pas avoir écouté plus attentivement. Ma mère m'a dit qu'elle avait laissé ma chambre exactement comme je l'avais laissée. Que certains matins, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, s'attendant presque à m'entendre bouger à l'intérieur. Vivien a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Elle a dit qu'elle ne se le pardonnerait jamais. Qu'elle avait été tellement absorbée par son propre bonheur, par sa propre peur de perdre quelque chose de précieux, qu'elle m'avait pointé du doigt sans hésiter. Elle a admis qu'au fond d'elle, elle avait toujours su que j'en étais incapable. Mais le dire, c'était affronter sa propre négligence. J'écoutais. Chaque mot résonnait en moi. Certains doux, d'autres tranchants. Des souvenirs ont surgi spontanément. Vivien tressant mes cheveux avant les bals de l'école. Nos chuchotements sous les couvertures pendant les orages.
Elle, interposée entre moi et un tyran dans la cour de récréation. La douleur de la trahison s'est ravivée. Quand ils ont fini, ils m'ont demandé avec une douceur et une précaution extrême si je pouvais rentrer à la maison, si on pouvait tout recommencer. J'ai alors senti un apaisement intérieur. Je leur ai dit la vérité, je n'étais pas prête, les années m'avaient changé, je construirais ma vie sans eux. Et même si une partie de moi regrettait encore notre ancienne famille, je ne pouvais pas faire comme si la douleur n'avait pas existé. J'avais besoin de temps, de limites, d'espace pour décider du type de relation, si relation il y a, que je souhaitais désormais. Ma mère s'est mise à pleurer doucement. Vivian a hoché la tête, les lèvres serrées. Mon père a simplement dit qu'il comprenait et qu'ils attendraient aussi longtemps que nécessaire. Je me suis levée pour partir. Ma mère s'est levée elle aussi, les bras entr'ouverts pour une étreinte. J'ai reculé d'un pas. Pas encore. Son regard a failli me briser, mais je suis restée ferme. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. En sortant dans l'air froid, j'ai senti un poids se déplacer. Pas disparu, mais plus léger. Je les avais affrontés. J'avais dit ma vérité sans hausser le ton. Et pour la première fois depuis des années, la suite des événements m'appartenait. Les mois suivants, j'ai avancé prudemment, pas à pas. Ma mère appelait une fois par semaine, comme convenu. Au début, nos conversations étaient superficielles, ses horaires à l'hôpital, mes cours. De longs silences s'étiraient entre nous, comme des routes désertes, mais peu à peu, ils se sont estompés. Elle n'a jamais insisté. Mon père m'envoyait de temps en temps de courts courriels, me transférant des articles sur la vie locale ou des nouvelles de la ville, de simples gestes qui semblaient tâter le terrain avant de s'engager. Avec Vivian, c'était plus compliqué. Elle écrivait de longs messages remplis d'excuses et de souvenirs, me demandant une chance de prouver qu'elle avait changé. Je les lisais, sentais la vieille douleur ressurgir, et je répondais avec une distance silencieuse. Je n'étais pas prête. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir. J'ai commencé une thérapie, avec une femme calme qui avait un petit cabinet en centre-ville et qui m'écoutait sans jugement. Nous parlions de bien plus que de la bague. Les années où je me sentais comme une ombre silencieuse, la façon dont la trahison avait ébranlé quelque chose de fondamental en moi. Elle m'a aidé à comprendre que poser des limites n'était pas une punition, mais une protection. Et peu à peu, porter cette colère est devenu plus lourd que de la laisser partir. Pas pour eux, mais pour moi. Le travail est devenu mon point d'ancrage. Je me suis investie à fond, j'ai obtenu une nouvelle promotion, j'ai assumé davantage de responsabilités. Sarah et les amis que je m'étais fait en chemin étaient toujours là pour moi. Des discussions tard le soir, des cafés les jours difficiles, des rires qui se suffisaient à eux-mêmes. Ils me rappelaient que la famille ne se limite pas aux personnes avec qui l'on est. Puis est arrivée l'offre, un poste de responsable dans une entreprise de logistique, dans une ville à quelques heures de route. Un meilleur salaire, de vrais avantages sociaux, l'opportunité de diriger une équipe. J'y ai réfléchi pendant des semaines, pesant le pour et le contre entre l'attrait du familier et l'appel discret de la nouveauté. J'ai accepté. Annoncer la nouvelle à mes parents n'a pas été facile. Ma mère a pleuré doucement au téléphone, disant qu'elle avait espéré que nous aurions plus de temps. Mon père est resté silencieux un instant, puis m'a dit qu'il était fier de mon travail, de la femme que j'étais devenue. Un soir, Vivian est arrivée à l'improviste, le regard suppliant. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression de me perdre à nouveau. Je l'ai écoutée, j'ai tenu bon et je lui ai dit que c'était une décision que je devais prendre pour moi. Notre relation s'apaisait lentement, mais elle ne pouvait plus guider ma vie. Faire mes cartons, c'était comme tourner la page d'un chapitre que j'avais écrit, ligne par ligne, seule. La courte pointe est partie avec moi. Les leçons aussi. Avec le recul, c'est évident. Cet après-midi où tout a basculé n'était pas la fin. C'était le début de la prise de conscience de ma propre valeur. Non pas parce que les autres la voyaient, mais parce que je la vivais. J'ai appris que je pouvais survivre à l'invisibilité de ceux qui étaient censés me connaître le mieux. Et en survivant, je suis devenue plus forte, plus stable, plus inébranlable. Je parle toujours à ma famille, on s'appelle pour les fêtes, on leur rend visite de temps en temps quand je suis dans le coin. Ce n'est plus la même complicité qu'avant, et peut-être ne le sera-t-elle plus jamais, mais c'est sincère, à ma façon. Parfois, tout perdre n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle façon de se choisir. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin.
Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.